Voilà, la voie pro, vivons-la, construisons-la. Si vous nous rejoignez actuellement à ce webinaire, soyez les bienvenus. C'est notre quatrième et dernier thème qui va être extrêmement important également, puisque c'est sur le thème de l'éducation et de l'accompagnement de l'élève. Alors justement, une élève, on en a une ici, on a la chance d'en avoir une ici, Liane Rollet, qui est étudiante en deuxième année BTS à Villeneuve-sur-Lot. On accueille donc Juan Carlos Monasterio, bienvenue. Il est directeur délégué aux formations professionnelles au lycée hôtelier Saint-Michel à Blanquefort. On a déjà eu un témoignage tout à l'heure sur ce lycée. À ma gauche, donc, Carole Dion-Lamant nous rejoint. Elle est chef d'établissement à la Sainte-Famille Saint-Onge à Bordeaux, tout près d'ici. Et puis, Nathalie Macken, qui est présidente de l'APEL, l'Académie de Bordeaux, et pour la Gironde également. Voilà, donc on va commencer tout de suite par une vidéo. Et dans cette vidéo, on va avoir le témoignage d'un Bordelais, je ne sais pas si les Bordelais, mais en tout cas les Girondins, qui est le chef de cuisine du château Grand Barail à Saint-Émilion, de Quentin Merlet. Et vous voyez, il va nous raconter son parcours en lycée pro et après son parcours professionnel. Vous allez voir, c'est particulièrement intéressant. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Quentin Merlet, chef de cuisine du Grand Barail à Saint-Émilion et je suis aujourd'hui devant vous pour vous présenter mon cursus scolaire et professionnel. Depuis tout jeune, j'ai voulu faire ce métier, apprendre ce métier et justement le partager avec le plus grand nombre. J'étais pas le plus fort à l'école, voilà, je n'ai pas honte de le dire. Donc, j'ai suivi une voie préparatoire à la voie professionnelle, la troisième, qui m'a permis de reprendre justement confiance en moi en ayant vraiment des cours particuliers qui m'ont permis de rebondir et d'intégrer la classe de BEP pendant 2 ans, toujours au lycée Saint-Michel à Blanquefort, avec ensuite 2 ans de bac pro, à option cuisine toujours, et en dernière année en mention complémentaire pâtisserie, en dessert de restaurant, qui m'ont vraiment apporté un petit plus justement, qui aujourd'hui me sert énormément. Durant ces années justement très enrichissantes dans ce lycée, j'ai pu acquérir énormément de notions et énormément aussi de lieux de stage qui m'ont poussé justement à aller dans des établissements haut de gamme, dans des traiteurs, dans des boulangeries-pâtisseries, puisque notre région regorge aujourd'hui quand même de chefs talentueux, mais aussi d'établissements prestigieux. Donc c'était très intéressant d'avoir pu aujourd'hui intégrer ces établissements en tant que stagiaire et ensuite en tant qu'employé. J'ai fait une très belle partie de mon tout début de carrière dès l'âge de 14 ans avec Frédéric Milan au château de Mirambeau en Charente, qui m'a, on va dire, quasiment tout appris, puisqu'ensuite j'ai volé de mes propres ailes. Euh, mais là où vraiment où c'était important, c'est que j'ai trouvé un chef qui m'a appris énormément de choses. Voilà, donc ça a été vraiment un tremplin pour moi dans ma carrière. Et ensuite, j'ai pu justement, grâce à ce métier, parcourir un petit peu la France, partir à l'étranger, dans les Caraïbes, parler plusieurs langues s'il le faut. Ça aussi, c'est très important sur un cursus scolaire. Pour revenir en France, bien évidemment, enfin, j'ai fondé ma famille, chose qui était aussi importante dans ma vie et aussi dans le prolongement aussi de ma carrière, bien évidemment. Je ne me voyais pas évoluer sans fonder une famille pour retrouver justement ma terre natale Bordeaux, y avoir fait plusieurs établissements et atterrir aujourd'hui au Grand Barail, qui me permet aujourd'hui en même temps aussi d'être un tremplin pour ma carrière de chef de cuisine. Voilà. Mais j'espère que ce petit court métrage vous aura incité et du moins dans ce partage-là, donner une idée de ce que
peut être le cursus scolaire dans l'école tel que le lycée Saint-Michel. Surtout que depuis que je suis parti, ils se sont dotés d'énormément de moyens humains et de matériaux vraiment divers et variés avec différentes formations qui sont extrêmement intéressantes et enrichissantes. Donc qui ne manqueront pas aujourd'hui pour tout élève passionné qui veut rentrer dans l'hôtellerie-restauration et faire ce métier, trouver beaucoup de cordes à leur arc. Voilà, merci à vous, portez-vous bien et au plaisir de vous accueillir au Grand Marail. Voilà, donc voilà un jeune chef épanoui. Juan Carlos Monasterio, vous êtes directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques au lycée hôtelier de Blanquefort. Que vous inspire le témoignage de ce jeune épanoui? Alors justement, vous l'avez dit très justement, le mot épanoui est très important. Et quand les jeunes arrivent au lycée, en fait, on met un point d'honneur à leur apporter cet épanouissement, à faire qu'ils soient épanouis et qu'ils collent le plus possible à cette culture école hôtelière bien française. Donc effectivement, on insiste beaucoup sur tout ce qui est savoir-être. Le mot à la mode actuellement, c'est les soft skills. Donc c'est des choses qui ne se voient pas forcément, des techniques qui ne se voient pas, qui ne s'apprennent pas forcément, mais on essaye de leur inculquer cet esprit école hôtelière, service au pluriel, service à la française. Donc ça passe par beaucoup de choses, des petits détails de tous les jours. Moi, je mets un point d'honneur à appeler tous les élèves quand je les croise par leur prénom, de façon à ce que, quand ils me répondent, ils m'appellent par mon nom. On insiste, les élèves dans les salles de classe sont en costume, en cravate, les filles sont en tailleur, pour qu'ils apprennent, pour qu'ils prennent conscience de l'aisance physique avec un uniforme, avec un vêtement qui n'est pas forcément le vêtement de week-end. Donc on essaye le plus possible de coller à, je dirais, à ce qui fait l'hôtellerie, la renommée de l'hôtellerie en France. Alors c'est pas particulier au lycée Saint-Michel, c'est en France, les écoles hôtelières, les lycées hôteliers, les lycées professionnels hôteliers, les lycées technologiques appliquent un petit peu toujours ce même état d'esprit. Donc oui, ils acquièrent des techniques, mais aussi des savoir-être. Et ça, c'est peut-être le plus difficile à leur inculquer quand on accueille des jeunes qui ont 14, 15 ans, 16 ans pour les plus vieux. Donc, merci, importance du savoir-être. Carole Dion-Lamant, comment ça se traduit également dans les métiers de la maintenance sous l'angle de la sécurité? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, ces savoir-être font partie de la formation de nos jeunes, quelles que soient les formations. On va retrouver, au-delà de la posture, des niveaux de langage, on va retrouver la gestuelle, mais on va retrouver aussi toutes les bonnes pratiques de sécurité. Comment porter ses équipements personnels de sécurité, les casques, les tenues de chantier. Ce qu'évoque Juan Carlos, et on le retrouve tout à fait dans les métiers que nous avons à Sainte-Famille, avec les tenues d'atelier, les chaussures de sécurité, les casques pour aller sur la plateforme du bâtiment. Donc cette nécessité d'avoir les bons gestes, la bonne posture pour déplacer tel ou tel meuble ou telle ou telle pièce de bois, ça fait partie de notre formation. C'est pris en charge notamment par des formateurs de PSE, mais c'est aussi tout un chacun qui reprend et qui transmet ses bonnes pratiques. Donc ce savoir-être, c'est au-delà de la posture. Il y a aussi une mise en éveil de la sécurité pour être un collaborateur averti en entreprise. Alors, merci. Alors, notre thème est sur l'accompagnement des apprenants en lycée pro. Liane, vous êtes élève en BTS. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur les dispositifs d'accompagnement que vous avez connus et d'aide à l'orientation? Alors personnellement, ce sont surtout les enseignants et l'équipe pédagogique qui m'ont permis de trouver mon orientation, puisque ayant eu affaire au centre d'orientation du système éducatif en général, ça ne m'a
pas aidé énormément. Donc c'est surtout les enseignants et aussi les découvertes de l'établissement dans lequel je fais du coup mon BTS qui m'ont permis de trouver mon orientation, puisque c'était au programme de mon bac pro de faire découverte de métiers en dehors bien sûr des périodes de formation milieu professionnel. Et ça se traduit comment? Est-ce que c'est des entretiens personnalisés avec certains des professeurs? Est-ce que c'est des heures prévues en cours collectif? Comment ça se traduisait? Alors pour la formation du coup du DATR, c'est la classe entière qui se rendait du coup sur les lieux de formation et avec la découverte grâce à différents ateliers des différents modules de formation du BTS. Et bien sûr, on pouvait par la suite parler avec les formateurs si on souhaitait poser des questions plus en avant et c'était même souhaité si on voulait entrer dans la formation. D'accord. Je vais me tourner vers Nathalie McCain, donc en tant que présidente de l'APEL. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'accompagnement des élèves en lycée professionnel? Vu par les parents? Oui. Bah, écoutez, je crois que c'est l'ensemble des exigences qui ont été présentées, qui sont appréciées par les parents. C'est le fait que, comme dans tous les établissements d'enseignement catholique, l'enfant se construit intégralement grâce aux équipes. C'est corps, esprit, âme, ou corps, esprit, cœur, diraient certains. Je pense que les parents voient ce qui est fait, ce qui est apporté à l'élève, la participation active justement de chacun, quel que soit le poste que l'on occupe dans l'établissement, eh bien, tout le monde a son importance. Et on ouvre aussi les yeux de l'élève, je crois, sur le rôle de chacun. Il n'y a pas que l'enseignement, il n'y a pas que les résultats. Et ça, je crois que les parents l'apprécient particulièrement et sont vraiment très reconnaissants à l'enseignement catholique. En voie professionnelle, je pense que la qualité, effectivement, de ce qui est enseigné en établissement, mais de l'accompagnement quand ils sont en entreprise, les parents, ils sont également très, très sensibles. Et c'est un tout, une construction encore peut-être plus complète, en tout cas plus jeune, que les parents apprécient vraiment et dont ils sont vraiment reconnaissants. Et vous, Carole, donc dans votre lycée, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'accompagnement que vous mettez en place? Quels sont les dispositifs que vous avez au lycée de la Sainte Famille? Alors en plus des dispositifs, on va dire réglementaires, de suivi des périodes de milieu professionnel ou des stages que l'on peut proposer avec des tuteurs référents, des visites, nous avons mis en place au niveau de l'établissement un soutien, coaching, développement personnel qui permet à nos jeunes de se mettre dans une posture de recherche d'emploi, de prise de parole en public. Voilà, donc on a du soutien, une personne dédiée pour les accompagner sur la pause méridienne, de manière à procurer cette aisance qui servira ensuite pour être bien déjà dans sa peau, dans sa formation et après dans son entreprise. Juan Carlos, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le dispositif d'accompagnement? Oui, alors au lycée, ce qu'on a mis en place pour le choix des PFMP, alors je dis bien PFMP, période de formation milieu professionnel, parce que c'est un petit peu différent du stage. C'est vraiment une période de formation et le professionnel est vraiment associé à la formation professionnelle et des compétences sont vues en entreprise et ne sont pas forcément revues dans l'établissement. Nous, le choix qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des pilotes d'équipe, des pilotes de secteur professionnel. Et ce sont des gens, des spécialistes, on va dire des enseignants experts, chacun selon les secteurs professionnels. Et en fait, ils sont responsables de la relation entreprise. Donc ce sont ces enseignants-là qui vont contacter les entreprises, qui vont essayer de placer les jeunes dans ces entreprises de façon à ce qu'on ait le bon jeune dans la bonne entreprise. Parce qu'effectivement, ça aussi, c'est un choix important. Le jeune ne pourra s'épanouir que si l'entreprise est la bonne entreprise pour lui. Certains jeunes, on peut avoir de très très bonnes entreprises, mais parfois ça se passe très bien avec 2, 3, 4 jeunes, et puis le 6e arrive et en fait ça se passe pas bien parce qu'effectivement il y a eu un changement de chef de cuisine, il y a eu un changement d'encadrement, et finalement le jeune n'y trouvera pas son compte
parce que l'équipe, l'état d'esprit a changé. Et ça, pour nous, c'est très, très important de faire ce suivi-là, que les enseignants soient très présents auprès des entreprises pour effectivement apporter la meilleure formation possible à nos jeunes. Merci. Alors, on va passer à un autre point qui est extrêmement important aussi dans l'accompagnement, c'est la vie à l'internat. Alors, on va commencer par un témoignage vidéo. Et là, on va écouter donc, le témoignage de Christelle Fugy, qui est chef d'établissement au lycée Loustal à Villeneuve-sur-Lot. Et elle veut nous parler justement de l'internat dans son lycée. Bonjour, je me présente, Christelle Fugy, chef d'établissement lycée enseignement professionnel à Villeneuve-sur-Lot, le lycée Loustal, qui est un établissement sous contrat avec le ministère de l'Agriculture et rattaché à l'enseignement catholique par tutelle diocésaine. Je vais vous parler de la vie dans nos internats. Alors, dans un premier temps, pour vous parler de la vie en fait à l'internat, je vais vous donner un petit peu le déroulé de ce que peut être notre fonctionnement dans l'établissement que je dirige et plus largement. Les élèves terminent les cours aux alentours de 17h. Entre 17h et 17h30, ils prennent une collation au niveau de la salle de restauration. S'ensuit à 17h30 l'appel en salle d'études. Et là, les élèves vont avoir 3 possibilités. Ils vont en salle d'études parce qu'ils sont sur une étude avec du travail, une étude silencieuse. Ils ont besoin de faire des recherches, donc ils iront au CDI, dans l'espace où nous nous trouvons en ce moment. Et la possibilité aussi de faire des activités sportives au niveau de la salle de remise en forme ou du gymnase de l'établissement, voire des espaces extérieurs. 18h45, ça va être le temps du repas, il est pris au self, ça va être un moment de convivialité et d'échange pour les jeunes, jusqu'à 19h30. 19h30, l'ouverture de l'internat. Là, on va être sur un moment de détente, soit en extérieur, soit dans les bâtiments, sur les salles communes ou dans les chambres. Bien entendu en respectant la vie en collectivité. Et dans un deuxième temps, il va y avoir la préparation au coucher ou un temps d'études avec de l'aide aux devoirs par les éducatrices ou entre jeunes. Et vers 21h45, il y a le passage pour relever les portables. Les téléphones portables sont remis aux éducatrices de nuit et à 22h, on va éteindre les lumières, fermer le bâtiment et tout le monde va partir se reposer. On se retrouve donc le lendemain matin et vers 6h45, c'est le réveil. Là, préparation pour la journée. Et après avoir rangé leur chambre et préparé leurs affaires de cours, ramasser leurs affaires, les élèves descendent pour aller prendre le petit déjeuner. Lorsqu'ils auront terminé le petit déjeuner, ils récupéreront leur téléphone portable et rattaqueront leur journée de cours à 8h15. Donc la plus-value de l'internat pour les jeunes et les familles. Plusieurs points. On va limiter le temps de transport pour faire les allers-retours au domicile, donc ça va limiter aussi la fatigue. C'est le moment d'apprendre le vivre ensemble, l'autonomie, le respect et le vivre en collectivité. Ce qui peut être très important au niveau de l'internat pour le jeune, c'est le cadre pour le mettre au travail. C'est l'entraide avec les copains de classe, mais c'est au-delà aussi avec des élèves qui sont du niveau supérieur, qui vont pouvoir aider les plus jeunes. Et je pense que ce qui est très important aussi, c'est dans la relation aux parents, le fait d'avoir la vie à l'internat, ça permet aussi de recréer un autre lien avec les familles quand ils rentrent, les jeunes, le week-end à la maison, parce qu'on n'est pas on limite les situations de conflictuelles pour la mise au travail tous les soirs,
Donc ces points sont très très importants. Pour conclure, quelques informations générales sur l'internat. Le coût de l'internat pour une année, dans un établissement comme le nôtre, on est à 3 000 € l'année, tout compris, frais de scolarité compris. Après, ça peut varier d'un établissement à l'autre. La possibilité de faire des demandes de bourse, bien entendu. Nous avons la possibilité aussi d'accorder aux familles un changement de régime. Un élève qui souhaite quitter l'internat peut le faire en début de trimestre. Au même titre qu'un élève qui souhaite intégrer l'internat, dans la mesure où il y a des places, il peut aussi intégrer l'internat en cours d'année. Pour terminer, sachez que les places à l'internat sont de plus en plus prisées simplement pour les raisons qui ont été évoquées sur les plus-values, les points que ça peut apporter en plus aux jeunes et à sa famille. Je vous remercie pour votre attention. J'espère avoir répondu à vos questions sur la vie dans nos internats. Je vous souhaite un bon cheminement dans votre orientation. Voilà, alors Christelle Fugy nous a donné l'emploi du temps détaillé de l'internat. Vous voyez, maintenant on connaît tout. Donc, Liane Relais, vous avez été à la fois donc, élève à l'internat et maintenant vous y êtes en tant que surveillante. Est-ce que cette vidéo vous évoque des bons souvenirs? Parce que c'est cet internat dans lequel vous travaillez actuellement. C'est, tout à fait. Alors, des bons souvenirs, oui, parce qu'on partage, les chambres ne sont pas individuelles, donc j'étais forcément avec des collègues de formation, et ça s'est toujours bien passé. Il n'y a pas de tension ou de prise de tête dans la mesure où on respecte bien sûr la vie en communauté. Les relations entre les élèves, donc collège, lycée et les étudiants se passent bien dans la mesure où chacun met en place un système d'entraide, c'est-à-dire que les petites peuvent venir nous voir si jamais elles ont des problèmes avec leur cours ou si jamais il y a une quelconque question, on est là pour répondre. Et la même chose chez les garçons, puisque l'internat, bien sûr, est séparé en deux. Les liens, puisqu'on vit 24 heures sur 24, 5 jours par semaine, sont d'autant plus importants que ceux que l'on peut avoir dans les classes de cours où on se côtoie 5 heures par jour. Et ça permet de forger des liens, justement, et donc d'augmenter l'entraide et de permettre un fonctionnement qui ne serait pas possible en dehors du cadre de l'établissement. D'accord, donc vous diriez que sur le savoir-être, l'internat apporte une vraie valeur ajoutée. Oui, parce qu'on doit apprendre à vivre en communauté. On se doit de respecter les autres tout en se respectant soi-même. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi à 23h du soir, par exemple. Il faut respecter le sommeil de ceux ou de celles qui s'endorment à 21h, 20h des fois. Parce que moi, en tant que surveillante, j'ai des enfants, parce que ce sont des enfants qui dorment à 20h30. Elles rentrent à l'internat, elles prennent leur douche, elles vont se coucher. On est sur quelle tranche d'âge, là, à peu près ? Les plus jeunes sont en 4e, donc 13 ans, il me semble, 13 ans jusqu'au BTS. Bon, les BTS, on les compte pas réellement, mais on se doit quand même de participer et de respecter les règles de l'internat, les règles de vie. D'accord. Merci pour votre témoignage. Donc, je me tourne vers Nathalie Macaigne, donc présidente de l'Appel. Quelle est la vision qu'ont les parents de l'internat? Est-ce qu'elle est très différente de celle que nous a livrée cette chef d'établissement? Alors, le premier mot des parents, il en faut plus. Et de plus en plus tôt. Nous avons, ça va vous faire rire, mais c'est vrai, des questions de parents qui nous demandent dorénavant s'il y a des internats en primaire. Alors, ou bien on pense que les parents veulent se débarrasser de leurs enfants, ça je n'y crois pas. Je pense que surtout les parents mesurent que tout ce qui est apporté en établissement dans la journée se prolonge forcément en internat. Ça, c'est une première chose, c'est-à-dire que toutes les qualités d'enseignement catholique se retrouvent aussi, comme on dit, dans la structuration de l'enfant et ne s'arrêtent pas au moment où les cours se terminent.
Et puis également, je pense qu'il y a de plus en plus de difficultés relationnelles parents-enfants au moment des devoirs. Ou bien parce que les enfants sont laissés quand même seuls quand les parents rentrent un peu tard, ou alors les parents sont là, mais il y a une sorte de tension, puisque les devoirs, c'est un peu je veux dire, la cerise sur le gâteau, c'est la suite de la pression que peuvent mettre les parents sur la réussite scolaire ou non de leur enfant, les difficultés qu'ils rencontrent. Et finalement, c'est vrai que, comme le disait très bien cette personne dans le reportage, mais ça permet aux parents de se dire qu'ils vont vivre plus sereinement les retrouvailles avec leurs enfants le week-end et les relations avec les enfants. Alors, bien sûr, ça peut faire sourire, mais c'est vrai que les devoirs, finalement, c'est forcément tous les soirs, c'est forcément le week-end, et ça devient finalement obsessionnel. Ça, c'est vrai quand c'est difficile, ou bien pour un enfant qui a du mal à s'y mettre, ou bien pour des parents qui ont du mal, justement, à regarder leur enfant travailler, peut-être même comme eux travaillent, enfin, voir leur enfant, travailler différemment de la façon dont eux travaillaient il y a quelques années. Vous avez l'air de dire, Nathalie, que les enfants travaillent mieux leurs devoirs en pensionnat qu'à la maison. En tout cas, je peux dire que les enfants travaillent mieux, je pense, leurs devoirs hors de la maison. La preuve, c'est qu'il y a l'internat et qu'il y a aussi de plus en plus de propositions d'études dans les établissements d'enseignement catholique, études surveillées, études voire de travail ou même simplement études de salles mises à disposition des jeunes pour qu'ils travaillent hors de la maison. Donc il y a le fait d'être coupé de toutes les tentations qu'il y a à la maison. Là, on a ri quand on a entendu la suppression et la remise du téléphone, mais c'est paraître être un détail. Mais voilà, donc il n'y a pas tout ça. Donc finalement, un peu comme dans un cadre de cours, les enfants sont dans l'obligation de travailler, j'allais dire, dans la même structure que pendant un cours, mais ce n'est pas un cours. Par contre, on n'est pas à la maison non plus. Et je pense que dans l'esprit des enfants, ils sont aussi toujours dans l'établissement et du coup, ils s'y mettent aussi avec un regard différent de celui qu'ils portent sur leurs devoirs quand ils sont vraiment à la maison. Oui. Eliane, c'est comme ça que vous le perceviez, c'est-à-dire que vous êtes à l'internat, il y a un cadre, tous les soirs on remet le portable, puis après on va se coucher, puis il y a l'extinction des feux, finalement on ne se pose pas de questions, c'est un peu comme ça qu'on réagit? Alors, les étudiants, on est exempté du ramassage des téléphones, mais ça ne nous empêche pas de suivre ce rythme-là, puisque ne sortant pas de l'établissement, on reste dans la dynamique du travail. Le travail n'est pas fini, on rentre à l'internat, et ou à l'étude ou au CDI, et on finit ce qu'on n'a pas fini ou qui doit être fait. Et en tant que surveillante, je vois, j'ai des élèves en terminale qui avaient des examens ou qui auront des examens à la rentrée, qui révisaient jusqu'au moment où je passais pour ramasser les téléphones, donc 21h45, 22h, et qui me demandaient des fois de pousser plus loin leur temps de lumière, sans le téléphone, pour pouvoir finir de réviser, pour pouvoir finir de travailler. Donc c'est vraiment un rythme qui est pris à l'internat. Donc un système très vertueux, vous confirmez, Carole, chez vous aussi? Oui, absolument. Alors, à Sainte-Famille, nous n'avons pas d'internat, mais il existe des internats dans beaucoup de nos établissements. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est d'avoir cette double proposition pour les familles, à la fois un lieu d'enseignement et un lieu de vie. Du coup, ça offre un espace porteur pour le jeune et sécurisant pour les familles. On l'entend bien dans le propos de Nathalie. Donc, il y a vraiment à cœur d'avoir cette proposition tout à fait spécifique dans nos établissements. Ouais. Très bien. Alors, merci pour vos témoignages sur l'accompagnement. On va passer à notre quatrième sous-partie qui est très importante également, puisque on est dans l'enseignement catholique. On a déjà évoqué en filigrane au cours des ateliers précédents, c'est la dimension pastorale. Et donc là, à nouveau, je vous propose de visionner une courte vidéo d'un peu plus de 3 minutes. C'est Bertrand Perrois. Alors, il faut l'excuser parce qu'il il commente un PowerPoint, mais qui explique très très bien la vision pastorale dans un lycée professionnel. Le lycée professionnel Saint-Michel accueille 530 élèves et apprentis à travers 3 pôles de formation: santé sociale, accueil, commercialisation et services, cuisine, boulangerie, pâtisserie. Nous proposons également une 3e prépa métier ainsi qu'une ULIS. Tu as du prix à mes yeux. Cet extrait tiré du livre du prophète Isaïe a peut-être encore plus de sens pour les élèves de lycée professionnel.
Le lycée professionnel Saint-Michel est un établissement catholique d'enseignement. Le présent projet a pour but de préciser les enjeux de la pastorale et de mettre en avant le caractère propre de l'enseignement catholique. La pastorale est au cœur de nos préoccupations. De ce fait, elle ne se réduit pas à exister comme une activité optionnelle et périphérique. Une spécificité au lycée Saint-Michel. Pas un, mais 85 animateurs en pastorale. Tous les membres de la communauté éducative sont invités à s'impliquer dans une commission avec le chef d'établissement et le prêtre de la paroisse de Blanquefort durant l'année scolaire. Afin de préparer la fête de la Saint-Michel le 29 septembre, de préparer la fête de Noël, de préparer la fête de Pâques, d'écouter et d'accompagner les jeunes en difficulté, de mener des actions caritatives, de participer au conseil pastoral. Un thème d'année qui rythme l'année scolaire et les temps forts. Le thème est le fil rouge durant l'année. Il est régulièrement rappelé aux élèves par tous les membres de la communauté éducative. À titre d'exemple, je récolte ce que je sème, je m'engage, je m'implique, je tiens parole. Prends soin de toi et des autres, construis-toi une belle vie. Solidarité, confiance, bien-être, tous concernés, tous responsables. Les 4 axes du projet pastoral du lycée Saint-Michel sont les suivants. Faire du lycée Saint-Michel un lieu d'éducation animé par l'esprit évangélique. Offrir à tous et à chacun la possibilité de découvrir le Christ. Mettre à disposition de tous ceux qui le désirent les moyens adaptés pour grandir dans la foi. Insérer le lycée Saint-Michel et ses activités dans la vie de l'église locale. Le conseil pastoral du lycée Saint-Michel est composé du chef d'établissement, du prêtre de la paroisse et de tous les membres de la communauté éducative sur la base du volontariat. Il se déroule 2 fois par an pour faire un bilan de l'année scolaire écoulée sur les activités pastorales, pour choisir le thème de l'année à venir et pour déterminer les grands axes et les actions du projet pastoral de l'année à venir. Voici quelques photos qui illustrent les fêtes de la Saint-Michel, la fête de Noël, la fête de Pâques, et les multiples actions, comme par exemple le Téléthon, Octobre Rose. Des grands et bons moments que les élèves et les membres de la communauté éducative apprécient beaucoup et dont ils se souviendront très longtemps. Voilà, Juan Carlos, là on parle de votre lycée. Est-ce que vous avez d'autres éléments à apporter par rapport au projet pastoral ? Oui, alors effectivement, comme le dit Bertrand Perrois dans sa présentation, l'originalité dans l'établissement, c'est qu'en fait, c'est l'absence, alors je ne sais pas si c'est une originalité, mais c'est l'absence d'animateur pastoral. On n'a pas une personne, mais comme il le dit très justement, 80 personnes. C'est-à-dire que tout nouvel enseignant, tout nouveau salarié qui rentre dans l'établissement, Bertrand Perrois lui présente le projet pastoral de l'établissement et quelles que soient ses certitudes ou pas personnelles, ses convictions personnelles, en fait, l'adulte qui rentre sait qu'à un moment, on lui demandera de participer à une action pastorale, même s'il n'a pas la même foi, même s'il n'a pas les mêmes convictions religieuses que la culture de l'établissement. Ce qui fait qu'on a 3 systématiquement, moi ça fait 27 ans que je suis dans l'établissement, depuis 27 ans, on a 3 temps pastoraux qui sont très réguliers, qui font partie de l'année de l'établissement scolaire, le jour de la Saint-Michel, le 29 septembre, le jour de départ en vacances pour Noël et le vendredi saint de la fête de Pâques, on fête Pâques. Sur ces 3 temps, on essaye d'aller au moins 2 fois dans l'église, de façon à ce que tous les élèves qui passent par l'établissement sont au moins rentrés dans une église, non pas pour y prier ou non pas pour une célébration religieuse, mais au moins pour voir cet endroit. Cet endroit qui peut être un endroit de culte, mais qui aussi peut être un endroit de regroupement, puisque nous, sur la commune de Blanquefort, on n'a pas de salle assez grande pour accueillir les 530 élèves, et l'église est l'endroit où on peut regrouper les 530 élèves.
Ce qui facilite aussi les choses, c'est que nous sommes sous tutelle diocésaine, donc on a une relation aussi privilégiée avec la paroisse de Blanquefort. Et depuis que je connais l'établissement, en fait, les équipes paroissiales et les prêtres de Blanquefort ont toujours participé à la vie de l'établissement et ont été présents. Il y a eu des accompagnements de jeunes au baptême, il y a la présence de prêtres qui venaient certains moments dans l'année se mêler aux jeunes, à être dans la cour. Donc on a, je crois, dans cet établissement, je dirais, une culture pastorale assez forte, même si elle ne se voit pas, puisqu'il n'y a pas de salariés chargés de la pastorale, mais je dirais qu'on y participe tous, et ça fait partie de l'ADN de l'établissement. Je crois que vous vouliez aussi nous parler d'un projet que vous avez mené qui s'appelle Interlep. Qu'est-ce que c'est ? Alors, l'Interlep, c'était un projet qui a vécu très très longtemps, qui est en sommeil compte tenu de la situation sanitaire actuelle, mais qui ne demande qu'à être relancé. En fait, c'était l'association de tous les lycées professionnels de Gironde pour une action pastorale dans l'année. Donc là aussi, ça a très très bien vécu. Je crois que c'est un projet qui a vécu pendant une trentaine d'années. Donc tous les ans, c'était un regroupement de jeunes et d'adultes des 7 lycées professionnels de Gironde et qui se retrouvaient pour un week-end, pour une journée, dans des endroits un petit peu emblématiques comme Bazas, comme Lourdes. Enfin voilà, il y a eu des sorties. C'était, on pourrait presque parler de retraite. Mais au moins, c'était un moment de sensibilisation et de faire que des jeunes de lycées professionnels de l'enseignement catholique se regroupent et se retrouvent à un moment pour parler chacun de leur expérience. Merci. Donc voilà, projet remis, simplement différé. Carole, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à la mission pastorale ? Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir qu'en tant que chef d'établissement, donc dans l'enseignement catholique, nous recevons une mission d'église de la part de l'évêque ou de la congrégation qui nous confie l'établissement. Et nous sommes donc en charge de cette animation, d'insuffler l'esprit de la foi catholique dans l'établissement. On a parlé plusieurs fois dans cet après-midi de l'accueil, du climat qui vit que l'on veut mettre en œuvre dans nos établissements. Au niveau des lycées professionnels et des établissements d'études professionnalisantes, il y a 2 axes forts au niveau de l'animation pastorale. On va avoir la mission de témoignage et la mission d'engagement. C'est deux axes très forts au niveau de l'évangélisation qu'on promeut dans nos établissements. Et en tant que chef d'établissement, nous sommes à l'initiative, nous insufflons ces 2 axes d'engagement et de témoignage en tant que parole incarnée. Voilà. Donc c'est vraiment la dimension que nous souhaitons porter pour ces jeunes, pour leur permettre de voir comment en nous la foi opère. Et puis, il faut quand même se dire que ces jeunes ne viennent pas forcément dans nos établissements parce qu'ils sont catholiques, mais ils viennent chercher une formation. Mais nous souhaitons tous qu'en sortant de nos établissements, ils aient compris combien cette foi catholique nous amène à les accueillir et à faire notre travail de la plus belle des façons. Merci Nathalie. Vous vouliez aussi, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis également sur cette mission pastorale de l'appel qui est dans l'ADN également de l'appel? Oui, alors c'est vrai que la pastorale dans les établissements, selon les parents, c'est pas l'heure de catéchèse. La pastorale est transversale, elle est dans tout, elle est en chacun. Et je crois que les parents sont effectivement très reconnaissants. L'appel, ce sont effectivement des parents bénévoles qui s'impliquent dans la vie de l'établissement, en tout cas au moins dans l'appel, et puis qui après participent à la vie d'établissement, bien sûr dans le respect des attributions de chacun. Moi, je crois que, je vais vous dire ce que j'ai ressenti la première fois que je me suis impliquée à l'appel, quand mon premier enfant est entré à l'école. J'ai lui donné un petit coup de main, simplement, et puis après, j'ai fait le bilan, et je me suis dit qu'à nos jeunes, on donnait beaucoup, et que c'était aussi à notre tour, parents, de rendre un petit peu de ce qui avait été donné à nos enfants en nous impliquant justement dans l'association des parents d'élèves, appel donc spécifique aux établissements d'enseignement catholique. Merci. Liane, est-ce que vous pouvez nous donner aussi votre témoignage sur ce que vous avez reçu éventuellement dans le cadre de cette mission pastorale ? Alors, moi, personnellement, mon expérience est très limitée puisque je ne suis ni baptisée, je n'ai reçu aucune éducation catholique.
En dehors de ce qui m'a été bien sûr donné d'assister dans les établissements, j'ai néanmoins demandé à une de mes camarades qui, elle, est pratiquante et qui assiste aux différents événements de notre établissement. Et ça lui a permis d'assister, de pratiquer, bien sûr, en dehors de l'église, elle a très peu d'occasions de pouvoir s'y rendre du fait de son statut d'étudiante. Et donc, ça lui a permis de continuer et de poursuivre sur sa voie et dans la foi. D'accord, vous lui avez donné une occasion de Voilà, témoigner, c'est très bien. Puisque moi, je n'ai pas de point de vue de ce côté-là qui puisse Oui. apporter des réponses. Donc, D'accord. je me suis permise de poser la question à ma D'accord. camarade. D'accord, très bien, très bien. Nathalie, est-ce que on va passer aux questions, puisque le temps qui nous est imparti maintenant a quasiment terminé. Est-ce qu'il y a un rôle spécifique des parents dans l'accompagnement de leurs enfants dans l'apprentissage ? Alors, les parents sont les premiers éducateurs de leur enfant, donc de toute façon, ils l'accompagnent. Je crois que le meilleur accompagnement qu'on puisse donner à nos enfants enseignement catholique, c'est de prouver aux enseignants et à l'équipe pédagogique la confiance que l'on a en eux, c'est-à-dire que finalement, on sait ce qui est donné à nos enfants et il faut aller dans le même sens que l'équipe pédagogique, même si par moments, on en a parlé plusieurs fois dans l'après-midi, les questions d'orientation peuvent, comme diraient les jeunes maintenant, nous chatouiller un peu. Mais je crois qu'il faut faire confiance, écouter les conseils et puis s'ouvrir justement aux propositions qui sont faites et essayer de comprendre que les enseignants et les établissements le font pour que les jeunes réussissent leur vie et que ce n'est pas effectivement ce qu'on avait forcément imaginé au départ, mais il faut justement peut-être perdre un peu des idées préconçues que l'on avait pour nos enfants et juste les laisser grandir tels qu'ils sont et tels que l'établissement les voit grandir et les connaît peut-être même mieux que nous, au moins sur certains plans. En tout cas, merci pour ce que vous faites, Nathalie, parce que je ne sais pas si tous les internautes sont au courant, mais la mission de l'APEL est entièrement bénévole et il fallait quand même le rappeler. Alors, Carole, une question, la même question, mais côté chef d'établissement, jusqu'où le prof doit aller dans l'accompagnement du jeune lors de sa recherche d'entreprise, tout en respectant son autonomie? Il va être dans de la guidance bienveillante, on va dire, à savoir qu'il va donner tous les outils, tout le contexte favorable pour que le jeune aboutisse par ses propres moyens. Voilà, donc il va falloir parfois développer des trésors d'inventivité, de motivation, mais il faut que le jeune reste acteur de sa formation. Il ne faut pas l'infantiliser. Ces jeunes sont plein de talent et vraiment doivent rester acteurs et les premiers moteurs de leur formation. Nous sommes là pour les conforter et leur faire croire en eux. Voilà, en tout cas, on est au terme de cet atelier sur la dimension pastorale. Je pense que c'était vraiment important de parler de ces dimensions parce que je suis certain que beaucoup d'internautes n'étaient pas au courant de cette dimension qui est propre à l'enseignement catholique. Et moi, je trouve que c'est très en lien avec ce qu'a dit tout à l'heure Juan Carlos Masterio sur le savoir-être, sur les valeurs humaines. Et on voit que quand on parle des valeurs humaines, on est très proche des valeurs de l'enseignement catholique. Merci à vous. Alors, merci à toute l'équipe des techniciens. Vous avez été précieux et je crois certains un peu au pied-levier. Le mot de la fin, eh bien, tout seigneur, tout honneur, je vais rendre la parole à Stéphane Nouvel en vous remerciant également et vous aussi, chers internautes, de votre participation active. Ça a été très agréable pour moi d'animer cet après-midi qui est passé trop vite. Stéphane, c'est à vous. Merci Christophe, vraiment, merci pour toute cette animation. À vous, chers internautes, peut-être un merci un peu particulier à ceux qui ne sont pas là. Nos étudiants de BTS audiovisuel, une nouvelle fois. Ils attendaient cet événement avec impatience. J'ai eu un écho tout à l'heure que certains d'entre eux ont même dit « mais nous venons hein ». Mais non. Vous n'êtes pas là et pourtant, vous êtes derrière, je le sais pour certains d'entre vous. Alors, vous qui nous avez écoutés cet après-midi, vous avez peut-être découvert cette voie professionnelle dans le sens de la construction
et dans le sens de la vivre. Vous avez vu l'ensemble des familles de métiers, vous avez vu l'implication pastorale des établissements, les parents, premiers éducateurs de leurs enfants, et tout cela pourquoi ? Afin que chaque homme, que chaque élève puisse donner du sens dans son engagement et dans son devenir. Alors, pour conclure et pour vous emmener avec nous sur cette route de la voie professionnelle, eh bien, je vais vous inviter à relire, à réécouter plutôt, à re-regarder de nouveau ce webinaire, cette émission, qui sera disponible en replay, de la laisser mûrir au fond de vous, en vous disant quels sont les éléments que je vais pouvoir utiliser dans ma pratique, enseignante, chef d'établissement, parent, élève. Et en vous donnant également un rendez-vous dans quelques mois, car aujourd'hui n'était qu'une première étape. Nous aurons une deuxième étape. Je ne vous en dis pas plus, je vous donne simplement rendez-vous dans 6 mois, si tout va bien. Mais en même temps, préparez-vous, car la voie professionnelle qui se construit et qui se vit dans les provinces de Bordeaux et Poitiers, en Nouvelle-Aquitaine, eh bien c'est maintenant, nous y allons avec vous. Je vous souhaite une très bonne suite et un très bel accompagnement de vos enfants ou de vos élèves. À bientôt.